Donc bonjour à tous, merci de venir d'assister à ce séminaire. Je voulais juste dire un petit mot sur le fait qu'on va avoir 4 séminaires un petit peu particuliers dans les prochaines semaines qui correspondent à des séminaires de nouveaux chercheurs ou enseignants-chercheurs du centre. Donc aujourd'hui, c'est Mélissa Macali qui va nous présenter son travail et qui a été recrutée l'année dernière comme chargée de recherche INSERM dans l'équipe ELSI. La semaine prochaine, Denis Rustan présentera son travail. Il a été recruté l'année dernière comme chargé de recherche INSERM aussi dans l'équipe Biostat. Le 30 janvier, ce sera Morgane Linard, recrutée CR, je crois l'année précédente, il me semble. Cette année. Cette année aussi qui présentera donc son travail pour l'équipe Léa. Et ensuite, le 13 février, Louis Gallet, qui a été récemment recruté comme maître de conférence dans l'équipe Épicène, présentera son travail. Donc on aura 4 présentations de nouveaux chercheurs ou enseignants-chercheurs du centre. Et on essaiera de faire ça systématiquement pour que les nouveaux arrivants fassent connaître un peu leur travail et se fassent connaître eux-mêmes. La semaine prochaine, je peux déjà vous dire que la présentation sera en anglais. Aujourd'hui, ce sera en français et on va essayer de le préciser dans les mails pour les prochains. Voilà, merci beaucoup. Je te laisse la parole. Merci Hélène. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation à ce séminaire. Donc je vais vous présenter mes travaux sur les conduites suicidaires chez les étudiants et comment l'épidémiologie et les outils de l'épidémiologie peuvent permettre de mieux comprendre, détecter et prévenir ces conduites. Alors pour débuter, je vous propose un bref rappel historique qui montre bien que la question du suicide a fait l'objet de nombreuses interrogations morales, philosophiques ou sociales au cours du temps. Alors dans l'Antiquité, c'était souvent un ordre formel du gouvernement en place. Au Moyen-Âge, le suicide s'est fortement criminalisé, il était considéré comme un crime commis contre Dieu. Et progressivement, il y a eu une tolérance vis-à-vis du suicide qui s'est propagée, inspirée par les œuvres romantiques du XVIIIe siècle, jusqu'à devenir un objet d'étude au XIXe siècle, porté par une approche plutôt psychiatrique par Esquirol et sociologique par Durkheim. Et c'est finalement au milieu du XXe siècle, aux États-Unis, dans les années 50, avec le psychologue Edwin Schneidman, que s'est développée la suicidologie moderne dans l'objectif de comprendre et prévenir le suicide. Qu'est-ce que l'on entend par conduite suicidaire ? Alors, c'est plusieurs entités cliniques qui ont leur propre dynamique. Il est habituel d'y inclure les pensées suicidaires qui correspondent à l'élaboration mentale d'un désir de mort. Alors, on distingue les pensées suicidaires actives avec un scénario de passage à l'acte ou passive. C'est le principal objet de nos études puisque c'est les plus fréquentes. Mais on distingue aussi la tentative de suicide, qui est le comportement non fatal auto-infligé, et le suicide. Alors ce processus des conduites suicidaires, il est étiologiquement très hétérogène et donc difficile à modéliser et à prédire. Alors au cours des décennies de recherche en suicidologie, il y a de nombreuses théories qui ont été proposées pour expliquer l'émergence des pensées suicidaires et surtout leur transition vers le passage à l'acte. Donc on peut s'intéresser à celle qui fait le plus consensus dans la communauté, c'est la théorie interpersonnelle du suicide de Joyner. Et Joyner distingue d'abord 2 facteurs de risque, la perception d'être un fardeau, je suis un poids, et l'appartenance contrariée, je suis seul. Donc lorsque ces facteurs sont isolés, ils peuvent engendrer des pensées suicidaires passives. Leur interaction entraînerait des pensées suicidaires active, mais c'est surtout leur interaction, leur chronicité qui pourrait, lorsqu'elle est combinée à la capacité acquise à se donner la mort, qui est notamment en lien avec une souffrance répétée ou des tentatives de suicide passées, qui pourraient faciliter donc le passage à l'acte. Alors, comme je vous l'ai dit, les facteurs de risque sont très multiples. Turecki et Brent les ont compilés dans ce schéma qui suit un modèle biopsychosocial de la théorie du suicide.
Il distingue ici en orange, vous le voyez, des facteurs plutôt populationnels, notamment en lien avec le manque de cohésion sociale, l'isolement, mais aussi, et ce que l'on retrouve dans les pays où le taux de suicide augmente, un accès facilité aux moyens létaux, notamment aux armes. Mais c'est surtout les facteurs individuels qui rentrent en compte dans la problématique suicidaire, et ce, à différents temps de la vie. On distingue d'abord des facteurs prédisposants, notamment en lien avec l'histoire familiale génétique, qui bien sûr ne sont pas suffisants. C'est lorsqu'ils peuvent se combiner à des facteurs développementaux comme l'impulsivité ou des troubles de la personnalité, mais aussi avec des facteurs proximaux dans le temps avec le passage à l'acte. Et c'est particulièrement la maladie psychiatrique et l'humeur dépressive qui peuvent favoriser ces pensées suicidaires, voire des tentatives. Alors, quelques mots sur l'épidémiologie des conduites suicidaires. Donc, l'OMS recense environ 800 000 décès par suicide par an, avec un taux mondial du suicide qui tend quand même à diminuer. Mais il y a beaucoup de différences selon les pays et selon les groupes de population dans ces pays. Alors, selon les classifications, c'est la deuxième cause de décès chez les 15 à 29 ans après les accidents de la route. Et en France, alors le taux est relativement stable, il avait diminué depuis de nombreuses années, là il ne diminue plus, mais il reste relativement stable avec quelques augmentations selon les populations. Ça reste un des plus élevés d'Europe. On distingue à peu près, on comptabilise un mort par heure, avec des disparités régionales, c'est essentiellement les régions nord, nord-ouest qui ont les taux les plus élevés. Donc, nos collègues avaient publié récemment une étude dans le BMC Psy qui évaluait le coût du suicide en France annuellement à 18 milliards d'euros, en incluant la prise en charge, les hospitalisations, mais aussi les personnes endeuillées par suicide. Et c'est d'ailleurs l'objet de cette étude d'André Jensen qui montrait qu'on estimait que pour un suicide, 135 personnes étaient exposées et entre 6 et 14 fortement impactées. Donc, c'est ce qui explique le développement de ce que l'on appelle la postvention du suicide, qui consiste à prendre en charge, lutter contre la stigmatisation, le sentiment de culpabilité des personnes endeuillées par suicide. Alors, autre chiffre, là, cette fois plutôt sur les pensées suicidaires qui sont issues du baromètre de Santé publique France. Et vous le voyez sur le premier graphe à gauche, la colonne des 18-24 ans, où les fréquences sont plus élevées que les autres tranches d'âge. Et on voit sur le graphique à droite que l'évolution des pensées suicidaires chez les 18-24 ans, qui est en bleu, augmente constamment depuis le 2014, avec un nouveau pic depuis 2020 et qui a continué les années suivantes. Donc le constat des études et de Santé publique France, c'est qu'il y a une dégradation continue de la santé des jeunes, particulièrement depuis 2020, avec une augmentation de certains indicateurs importants, notamment le passage aux urgences pour idées et gestes suicidaires et surtout les hospitalisations pour tentatives de suicide chez les plus jeunes, entre 18 à 24 ans, et cette hausse est particulièrement forte chez les filles. Donc c'est une tendance qui s'est poursuivie en 2021, qui s'est encore accentuée en 2022. Alors ce mal-être qui apparaît durable, il est un peu débattu dans la communauté. Il y a un débat sur cette impression de dégradation généralisée. Certains disent que c'est seulement pour une partie minoritaire des jeunes. D'autres disent que c'est plutôt lié à une libération de la parole, une meilleure compréhension des enjeux de santé mentale, ce qui est tout à fait possible. Mais il n'en reste pas moins que les études montrent cette dégradation. Donc je voulais aussi partager avec vous cette étude qui est récemment sortie dans le JAMA Network Open à partir de données SNDS qui ont été mesurées chez 20 millions d'individus de 25 ans et moins. Et vous le voyez sur ces analyses de séries temporelles interrompues, il y a une large augmentation depuis 2020 et ce de façon continue jusqu'en 2023 de l'utilisation des soins de santé mentale, des taux de prescription de psychotropes chez les enfants, chez les ados et les jeunes adultes, et particulièrement aussi chez les femmes. Alors, dernière étude que je voulais partager parce qu'elle vient de sortir, elle est assez intéressante, elle a été publiée par nos collègues dans le JAD, toujours à partir des données de Santé publique France. Elle montre aussi une fréquence au cours des 12 derniers mois d'idéation suicidaire qui, on le voit, augmente bien depuis 2020 et qui ne revient pas à la normale mais qui continue d'augmenter. Alors vous voyez en vert chez les femmes en particulier, mais chez tout le monde. Et à droite, vous voyez sur le graphique, la ligne en rouge correspond à la tranche d'âge des 18-24 ans. Donc vous voyez que c'est là que c'est chez eux que cette tranche d'âge, que cette augmentation est la plus élevée, avec un nouveau pic à partir de 2021 jusqu'à aujourd'hui.
Donc parmi cette tranche d'âge des 18-24 ans, des jeunes adultes, donc on trouve les étudiants, qui est une population qu'on étudie particulièrement dans notre équipe. Donc elle représente près de 3 millions d'individus en France. Et donc les étudiants sont des jeunes adultes. C'est une catégorie d'âge intéressante. Ce n'est pas une période développementale en soi comme l'adolescence, mais c'est plutôt une étape de transition entre l'adolescence et l'âge adulte et qui a intéressé plusieurs disciplines, notamment les psychologues comme Gigi Arnett qui ont beaucoup écrit sur cette période d'emerging adult, où elle dit que c'est une période de quête identitaire exploratoire débutée pendant l'adolescence qui se poursuit chez les adultes avec une contrainte sociale qui est moindre. La sociologue Cécile Valdevelde, si ça vous intéresse, avait proposé une sociologie comparée de la jeunesse en Europe et avait montré qu'en France, c'était une catégorie d'âge qui était très marquée par la centralité des études et une pression sociale à se placer avec une dépendance des parents qui diffère selon les individus. Et puis surtout, c'est une classe d'âge qui intéresse les psychiatres, puisque la grande majorité des troubles psychiatriques débutent à cette période d'âge, entre 18 à 24 ans, en particulier les troubles psychotiques comme la schizophrénie ou les troubles bipolaires. Donc, en plus de leur âge, les étudiants sont vulnérables pour d'autres raisons. D'abord à l'entrée à l'université et notamment pour ceux qui quittent le foyer familial puisqu'ils doivent s'adapter à un nouvel environnement et être autonomes dans leur vie personnelle mais aussi dans leur vie académique, avec un stress académique souvent élevé, une peur de l'échec et notamment dans les filières très sélectives. Alors c'est ce qui fait que des chiffres qui ont été mesurés dans d'autres universités, notamment dans le consortium Universal, montrent que près d'un tiers des étudiants déclarent un trouble psychiatrique, à commencer par la dépression et les troubles anxieux. Alors, que nous disent les données à partir des études de cohorte qu'on a menées dans l'équipe? Donc, vous savez que la cohorte emblématique de l'équipe, c'est la cohorte iShare qui avait été lancée en 2013 et qui avait recruté plus de 20 000 étudiants sur toute la période jusqu'à avant l'épidémie. Et déjà avant l'épidémie, les données étaient plutôt alarmantes sur la santé mentale des étudiantes. C'était à cette époque d'ailleurs un sujet qui intéressait peu. Donc vous voyez, il y avait déjà un quart des étudiants qui rapportaient une anxiété modérée à sévère, 18% des femmes et 31% des hommes, 18% des hommes, 31% des femmes, une symptomatologie dépressive modérée à sévère. Et en ce qui concerne la suicidalité, donc un étudiant sur 5 déclarait des pensées suicidaires à l'inclusion et 6% des tentatives de suicide au cours de la vie. Donc, dans une étude qu'on a publiée récemment dans le JAD, on a comparé la santé mentale des étudiants dans la période post-Covid versus pré-Covid à partir de nos différentes données. Donc, en post-Covid, on a lancé l'étude PRISM sur des étudiants bordelais en 2022 qui nous a permis d'avoir une nouvelle photographie de la santé mentale des étudiants. Et vous le voyez sur ces fréquences standardisées entre les échantillons, le taux de dépression modérée à sévère en post-Covid est plutôt autour de 40% versus 25% en pré-Covid. Idem pour les pensées suicidaires, on est plutôt autour de 30% en post-Covid, 21% en pré. Et idem pour l'anxiété sévère ou le stress perçu. Et des analyses temporelles interrompues ont confirmé cette différence et montré qu'il y a un vrai changement dans le niveau des symptômes dépressifs et des idées suicidaires en période post-pandémique. Et donc, ce n'est pas seulement une tendance qui avait été amorcée avant l'épidémie, mais bien un pic en post-Covid qui s'est produit. Donc, ces résultats, ils sont cohérents avec d'autres études à l'international. Alors, je vous ai cité quelques études. Cette étude espagnole était intéressante parce qu'elle utilisait la même échelle que nous et on retrouvait les mêmes taux élevés de pourcentage, c'est-à-dire plus de 40% de dépression modérée à sévère. Il y avait aussi cette grosse étude finlandaise chez plus de 700 000 étudiants qui montrait que les niveaux d'anxiété, de dépression n'étaient pas revenus à la normale et restaient très élevés jusqu'en 2023, donc y compris en post-Covid. Et pareil pour cette étude norvégienne qui montrait d'ailleurs que cette augmentation avait été constante, plus marquée après 2020 et notamment chez les femmes. Donc, suite à ce constat, mes recherches portent sur 3 axes principaux, la compréhension, la détection et donc la prédiction, mais aussi la prévention des conduites suicidaires.
Donc je voulais partager avec vous, si on reprend le modèle de Turecki-Imbret biopsychosocial, ce qui nous a intéressé, c'est l'impact de l'épidémie. Donc c'est un facteur populationnel majeur qui est rentré dans nos vies en 2020. Et donc dans l'équipe, en collaboration avec Capa Santé, on avait lancé une cohorte qui s'appelait la cohorte Confin, une cohorte en ligne pendant le premier confinement, pour mesurer l'impact psychique de l'épidémie. Donc dans cet article qu'on a publié dans Scientific Reports, on avait comparé la santé mentale des étudiants et des non-étudiants au cours de l'épidémie. Vous voyez ici en orange que les fréquences de symptomatologie dépressive, anxieuse et pensées suicidaires est toujours plus élevée chez les étudiants que chez les non-étudiants. Et si on regarde un peu plus finement en fonction des périodes de l'épidémie, notamment des périodes de confinement, vous voyez d'abord qu'il y a une grande stabilité chez les non-étudiants, il n'y a pas tant de différence de fréquence, alors que chez les étudiants, il y a beaucoup plus de variabilité et surtout des fréquences élevées en bleu, par exemple, de symptomatologie dépressive, anxieuse et des pensées suicidaires, essentiellement en période de confinement, qui montre que c'était bien à ces périodes-là que les étudiants étaient les plus vulnérables. Donc, en lien avec ces résultats, on a publié aussi dans la revue Scientific Reports une étude qui permettait de mesurer le sentiment de solitude perçu chez les étudiants pendant l'épidémie et l'association donc avec les pensées suicidaires. On a montré que les étudiants qui se sentaient seuls avaient des fréquences beaucoup plus élevées de pensées suicidaires, 27% chez ceux qui se sentaient seuls versus 7% chez ceux qui ne se sentaient pas seuls. Et vous voyez, il y a le même pattern pour les symptomatologies de dépression. Et donc, dans des modèles de régression logistique ajustés, on montrait que la solitude était associée à une probabilité 4 fois plus élevée d'avoir des pensées suicidaires dans le contexte épidémique. Alors, dans la suite de mes recherches, ce qui m'intéresse le plus, c'est bien sûr les facteurs individuels, c'est eux qui ont une contribution majeure dans la problématique suicidaire. Je vous montre rapidement des résultats que j'avais obtenus au cours de ma thèse qui ne sont pas spécifiques à la population étudiante, mais qui sont intéressantes, qui sont en lien avec les facteurs précoces de la vie, donc en lien avec les parents, avec les pères pendant l'enfance et l'adolescence. Donc, on avait mené plusieurs études en transversale et en longitudinale qui montraient une association très forte entre l'absence de soutien parental perçu dans l'enfance et l'adolescence et les pensées suicidaires, qu'elles soient occasionnelles ou fréquentes, à l'âge du jeune adulte. Et il y a eu aussi une étude faite sur le harcèlement, la victimisation, qui montrait là aussi une très forte association avec les pensées suicidaires, notamment avec passage à l'acte, indépendamment de tout contexte de maltraitance parentale, qui montrait que le harcèlement seul avait un lien très fort avec les pensées suicidaires. Il y a encore eu un suicide, je crois, hier, d'une adolescente qui avait été harcelée, donc c'est régulièrement montré dans les médias. Donc, qui montre bien sûr que les adversités précoces dans l'enfance sont très associées à la problématique suicidaire tout au long de la vie. Alors, une thématique qui intéresse particulièrement l'équipe et qui est plus spécifique à la population étudiante, ce sont les comportements de santé. C'est intéressant puisque ce sont des déterminants modifiables qui sont des leviers pour des stratégies de prévention ciblées plus immédiates, et en particulier la consommation de substances qui est forte chez les étudiants, le binge drinking bien sûr, mais aussi la consommation de cannabis. Et les troubles du sommeil qui sont très importants dans cette population. 23% par exemple des étudiants qui participent à Escher déclarent une insomnie. Alors on a des résultats tout nouveaux qu'on est en train d'explorer sur le lien entre la consommation de cannabis et l'évolution des pensées suicidaires au cours du temps. Donc juste pour vous donner une idée, en longitudinal, on a à peu près 70% des étudiants qui déclarent jamais de pensées suicidaires, 24% qui fluctuent au cours de leur parcours universitaire et 7% qui en déclarent systématiquement à l'inclusion et à chaque temps de suivi. Et on a montré donc une association entre la consommation de cannabis et les pensées suicidaires, qu'elles soient fluctuantes ou persistantes, mais uniquement chez les consommateurs réguliers et quotidiens de cannabis. Alors ça, c'est une étude qu'on avait menée avec Ornella Adjawa, qui était en M2, qu'on avait co-encadré avec Julien Coelho, qui est somnologue. Et on avait montré dans la cohorte à Escher, je vous ai dit que les troubles du sommeil étaient très fréquents dans cette population,
que le risque de pensée suicidaire fréquente était 50% plus élevé chez les étudiants qui souffraient d'insomnie. Et on retrouvait les mêmes patterns concernant les autres dimensions de troubles du sommeil, à savoir la somnolence, la privation de sommeil, la qualité de sommeil. Donc c'est intéressant parce que le sommeil peut être un marqueur clinique précoce qui est donc facilement évaluable des pensées suicidaires qui ne sont pas forcément dites de façon claire par certains étudiants. Et donc le sommeil peut être un marqueur aussi précoce d'une dégradation de la santé mentale. Alors, en plus de ces comportements de santé des étudiants, ce qui est important d'étudier dans la problématique suicidaire, c'est les déterminants sociaux qui nous intéressent particulièrement en ce moment dans le contexte actuel. Et donc on s'intéresse à certains facteurs socio-économiques et je voulais partager avec vous quelques résultats sur ces indicateurs. Alors d'abord, il y a Johan Darros, qui avait fait son stage de Master 2 l'année dernière, qui avait aussi mesuré le sentiment de solitude, cette fois dans un contexte complètement hors épidémie, et qui montrait... Alors le sentiment de solitude, c'est tout un pan de recherche qui se développe. L'OMS a décrété que c'était... a lancé des commissions pour étudier le sentiment de solitude sur la santé en lien avec le développement du contexte social actuel. Et donc Johan avait montré que les étudiants qui se sentaient seuls avaient 5 fois plus de probabilité de déclarer des pensées suicidaires, et a montré à l'inverse que ceux qui avaient le plus d'interactions sociales, c'était un facteur protecteur des pensées suicidaires. Alors, dans les déterminants sociaux, vous vous en doutez, le genre a une place très, très importante. Donc, je voulais partager avec vous les résultats de Tiffany Bourgeois, qui est en thèse dans notre équipe et que je co-encadre avec Cédric Galérail, qui mène sa thèse sur les étudiants transgenres et non-binaires. Et vous verrez que c'est particulièrement un sous-groupe à risque dans la problématique suicidaire, puisque 52% des étudiants transgenres et non-binaires, donc ça a été mesuré dans l'étude Prism récemment, déclarent des pensées suicidaires versus 19% chez leurs pairs cisgenres. Donc vous voyez, il y a une différence qui est énorme et qui en fait un groupe très à risque. On retrouve la même chose pour les autres indicateurs, et notamment pour la dépression modérée à sévère, qu'on mesure toujours avec la PHQ-9, qui est déclarée par près de 65% de ce groupe d'étudiants, versus 46% chez les femmes cisgenres et 23% chez les hommes cisgenres. Donc sur tous les indicateurs qu'a étudié Tiffany, à chaque fois on retrouve le même pattern, avec un gradient homme, femme et étudiants transgenres et non-binaires. Et vous le voyez aussi dans les modèles de régression logistique ajustée, la tentative de suicide est plus susceptible de se produire chez ces étudiants versus les femmes cisgenres et les hommes cisgenres avec des odds ratios très importants. Alors, en lien avec cette thématique du genre, on s'intéresse aussi au sentiment de discrimination qui est assez peu étudié dans cette population, mais vous le verrez, c'est très important quand on s'intéresse à la santé mentale et à la problématique suicidaire en particulier. Donc ça, c'était des résultats qu'avait produit Emma Hamada pendant son stage de master, toujours à partir des étudiants qui participaient à Prism. Donc il y avait 40% des étudiants qui déclaraient au moins une discrimination perçue. Donc on les interrogeait sur les discriminations sur leur genre, leur religion, l'origine ethnique et leur orientation sexuelle. Alors vous voyez sur le premier graphique, c'est très clair. En rouge, c'est la présence d'idées suicidaires. Vous voyez que c'est autour de 25% chez ceux qui ne déclarent pas de discrimination. Et ceux qui en déclarent 1, 2, 3, vous voyez, ça augmente avec le nombre de discriminations déclarées. C'est très clair. C'est très clair aussi pour la dépression, qui est le graphique d'à côté. Et donc ce qui monte, et ça a été aussi discuté la semaine dernière pendant le séminaire de Nathalie Bajos, de l'intérêt, de l'importance d'analyses intersectionnelles qui prennent en compte donc le cumul de discriminations qui expose encore plus davantage au risque suicidaire. Enfin, dernière étude, alors ça, c'était pas sur nos données propres, c'était une collaboration avec des équipes du SAMU social qui avaient fait une enquête transversale dans des épiceries solidaires étudiantes. Parce que, vous le savez, la précarité étudiante est aussi un enjeu majeur et explique aussi leurs problématiques de santé mentale. Donc, parmi ce panel d'étudiants, il y avait plus de 35% qui avaient un trouble dépressif majeur. Et ce risque était particulièrement fort chez les femmes, chez les étudiants hébergés par des tiers et ceux qui sont en situation de faim modérée à sévère. Il faut se rappeler que certains étudiants ne mangent pas à leur faim. Et c'est spécifiquement ceux-là qui, en plus, ont du mal à avoir accès aux soins.
Donc, vous voyez sur cette photo, par exemple, il y a environ 500 étudiants qui font la queue de façon hebdomadaire pour une distribution alimentaire à Bordeaux devant l'association Linky. Donc, sur cet axe de la compréhension des pensées suicidaires, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, un étudiant sur 5 déclarait des pensées suicidaires en pré-Covid. Dans nos études, on est plutôt sur 1 sur 3 en post-Covid et on refait un recrutement de Prisme en collaboration avec l'Espace Santé étudiant pour avoir une nouvelle photographie de la santé mentale des étudiants. On voit qu'il y a un impact à long terme de l'épidémie, mais pas que. Il y a bien sûr, ça on le sait, une contribution qui, à long terme des adversités précoces, mais qui n'est pas spécifique à la population, mais il y a en revanche un rôle important de facteurs spécifiques des étudiants dans ce contexte de vulnérabilité, les comportements de santé, dont bien sûr avec des liens bidirectionnels entre la consommation de substances, le sommeil et les pensées suicidaires, et comme on vient de le voir, l'importance majeure des déterminants sociaux en lien avec le genre, le sentiment de discrimination ou le sentiment de solitude. Donc tout ça fait que cette problématique est toujours difficile à modéliser, mais vous le verrez, elle est encore plus difficile à prédire. Et c'est donc l'objet de l'axe de mes recherches sur la prédiction des conduites suicidaires. Donc on peut dire d'abord que, basé sur les données de la méta-analyse de Franklin qui avait été menée sur 365 études longitudinales, finalement les 50 années de recherche sur la prédiction du suicide montrent qu'on n'est pas très bon, qu'on a une faible capacité prédictive et que tous les facteurs de risque identifiés sont de mauvais prédicteurs du passage à l'acte. Donc les auteurs recommandaient d'utiliser des méthodes analytiques plus adaptées à la prise en compte de facteurs multiples. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Marie Navarro en développant un algorithme de prédiction des conduites suicidaires à partir des données iShare. Donc on avait intégré beaucoup de données, beaucoup d'indicateurs en lien avec le suicide et pour regarder quels étaient les principaux prédicteurs en utilisant des méthodes de forêt aléatoires. Ce qu'on avait retrouvé, alors vous voyez, les forêts aléatoires permettent de classer l'importance des variables dans la prédiction. Ce qui ressortait, c'est que c'était surtout des indicateurs proximaux dans le temps des échelles psychologiques qu'on utilise. Donc sur toutes les 70 prédicteurs sur l'enfance, les antécédents, les consommations, etc., finalement on détectait 80% des étudiants qui déclaraient des conduites suicidaires à 1 an avec 3-4 échelles psychologiques validées. Et si on remettait ces modèles chez les participants qui n'avaient pas de conduite suicidaire à l'inclusion, on retrouvait les mêmes prédicteurs et la spécificité chez les garçons, c'était pratiquement l'estime de soi à elle seule, qu'on mesurait par l'échelle de Rosenberg, qui captait toute la prédiction. Donc c'était assez intéressant. C'est vrai que maintenant qu'on le sait, on se dit, ben oui, tout à fait, l'estime de soi, c'est lié à la santé mentale, mais peut-être qu'on ne mesurait pas l'importance de cette variable quand on s'intéresse à la problématique suicidaire, et on voit que c'est un prédicteur très fort. Donc avec Marie, on a répliqué cette étude cette fois à partir des données de la cohorte Confin, où on avait réintégré, en plus de tous les prédicteurs, pas mal de prédicteurs en lien avec le Covid, les conditions de confinement. Et pareil, ce qui était ressorti, c'était à nouveau la PHQ-9, l'humeur, l'anxiété. Donc l'étape d'après, les perspectives, en suivant toujours les recommandations des auteurs de cette méta-analyse, c'est de finalement, pour améliorer les prédictions, en tout cas à l'échelle collective, de s'intéresser, aux facteurs de risque de très court terme, et ça passe par des mesures de SM ou de MA, qui permettraient de capturer en temps réel, d'abord la variabilité des pensées suicidaires en elles-mêmes, qui peuvent varier au cours d'une même journée, mais aussi la variabilité des émotions et des facteurs environnementaux, comme la consommation de substances ou le sommeil. Donc pour clore ce chapitre sur la prédiction, je voulais quand même dire un petit mot un peu plus général de où est-ce que l'on en est sur l'IA et la psychiatrie. Comme je vous l'ai dit, il y a des études intéressantes de prédiction, mais là, à l'échelle populationnelle, avec comme faiblesse des résultats une faible VPP, il y a beaucoup de faux positifs dans l'ensemble des modèles qui sont développés. À l'échelle individuelle, c'est là qu'en fait les résultats sont les moins bons. On n'est pas du tout bon dans la prédiction à l'échelle individuelle du passage à l'acte. Donc il y a un réel potentiel pour l'intelligence artificielle d'augmenter la psychiatrie et surtout en mettant en lumière des signaux faibles comme le son de la voix, le temps de sommeil, pour repérer les risques précoces de passage à l'acte. Et donc je rappelle d'ailleurs cette étude très intéressante qui a été menée par Lahani et Fabrice Joland, qui a été publiée dans le JAD,
et qui montre la difficulté de la prédiction, y compris par les cliniciens, puisqu'il y a 34 personnes, alors ça c'était des données SNDS sur 20 000 décès par suicide en France, donc c'était quand même une grosse étude, qui montrait que 34% des personnes décédées par suicide avaient consulté un médecin ou s'étaient présentées aux urgences dans la semaine qui précédait leur suicide, et 60% avaient eu un contact avec des services de santé dans le mois qui précède leur décès par suicide. Ce qui montre bien sûr qu'on a une grande marge de progression pour anticiper le passage à l'acte, qui bien sûr est fait aussi de beaucoup d'impulsivité. Donc, le troisième volet de mes recherches porte sur la prévention des conduites suicidaires en population étudiante. Le premier constat est très simple, c'est qu'il existe finalement très peu de programmes de prévention et qui sont surtout insuffisamment évalués. Et ce que l'on observe aussi chez les étudiants, c'est une recherche d'aide qui est très faible en cas de besoin mal identifié. On estime qu'à peu près un quart, voire une moitié en étant large selon les études, demandent de l'aide alors qu'ils auraient besoin d'une prise en charge. C'est précisément ceux qui vont le plus mal d'ailleurs, qui sont dans une situation de repli et d'isolement et qui ne demandent pas d'aide. Et donc, on est parti du postulat, d'après les travaux de Ricoud, que la première étape pour demander de l'aide, c'est la reconnaissance de ces troubles. Et donc, via l'étude PRISM, on a proposé une étude pilote d'intervention numérique pour encourager la recherche d'aide chez les étudiants. Donc, c'était une intervention qui proposait un retour personnalisé sur des indicateurs de santé mentale, alors sur le stress, l'anxiété, la dépression, l'estime de soi, le sommeil et l'alcool. Et on leur proposait, donc voilà, vous voyez, ce n'est pas des données chiffrées, on ne leur mettait pas leur score de PHQ-9, on leur montrait plutôt un curseur et on les encourageait à demander de l'aide pour ceux qui avaient des scores élevés avec des verbatims bien choisis par les psychiatres et psychologues pour ne pas les affoler. C'était tout l'enjeu, c'était toujours très délicat dans ce type d'intervention, pour les encourager à demander de l'aide sans les paniquer. Et surtout mettre à leur disposition des ressources sur les services de soins et de soutien. Donc plus de 1000 étudiants ont répondu à cette étude pilote, donc on était très contents de leur participation. Vous voyez, c'est très moche, on n'avait pas beaucoup de moyens pour développer cette web app. Il y a beaucoup de textes, on s'est dit ça ne va pas les intéresser, on a fait ce qu'on a pu, mais ça nous permettait déjà d'évaluer comment ce type d'intervention était reçu par les étudiants. Donc quand ils s'inscrivaient à Prism, ils avaient cette restitution personnalisée en fonction de leur réponse aux échelles, et une semaine après, ils recevaient un questionnaire de satisfaction sur ce bilan. Alors, les résultats étaient assez positifs, puisque plus de 80% des étudiants ont déclaré en savoir davantage sur la santé mentale en général, et surtout sur leur propre santé mentale. Et ce qui était très important pour nous, c'est que plus d'un tiers des étudiants qui avaient reçu un message qui les incitait à chercher de l'aide, alors pas forcément auprès d'un professionnel de santé, puisqu'ils sont tous déjà assez saturés, mais ça peut être aussi auprès d'amis ou de famille, avaient déjà entrepris une démarche en ce sens. Et donc, il y avait la possibilité de laisser des commentaires libres dans le questionnaire. Beaucoup exprimaient que cette demande d'aide, ils pouvaient la faire grâce à ce sentiment de légitimité. Ça s'est reconnu aussi dans les études. Ils s'étaient sentis légitimes de demander de l'aide parce qu'ils avaient reçu ce bilan dont ils savaient que ça venait de chercheurs et de psychiatres. Alors l'étape d'après, sous réserve de financement que nous n'avons pas trouvé, mais que nous cherchons activement, c'est d'améliorer ce dispositif. Voilà, en intégrant davantage une recherche participative, en intégrant beaucoup plus les étudiants dans la co-construction de ce dispositif, en utilisant aussi des méthodes de concept mapping et en l'adaptant à des sous-groupes vulnérables. C'est là tout l'objet aussi de la thèse de Tiffany, parce que quand on avait analysé ces données, on avait stratifié selon le genre, et par exemple les étudiants transgenres et non-binaires, qui sont souvent beaucoup plus avancés sur les questions de santé mentale, étaient plus insatisfaits sur ce genre de dispositif. Et ils avaient notamment beaucoup plus de demandes en lien avec le risque suicidaire. Donc voilà, il y a beaucoup d'adaptation et de marge de progression, et puis d'évaluer ce dispositif, et ça passe forcément par une approche mixte, puisque là, le CALIE aussi nous aidera à mieux comprendre comment est perçu ce type de dispositif. Alors sur cet axe prévention, j'en profite pour faire un peu de lobbying sur la prévention du suicide, puisqu'on est tous ici en contact, et certains vous êtes vous-même étudiants, et puis nous on est en contact avec des étudiants bien sûr, c'est de leur rappeler le numéro du 3114 qui est le numéro national de prévention de suicide.
de participer à la formation des premiers secours en santé mentale qui sont développés par l'espace santé étudiant, qui propose 3 jours de formation, qui sensibilise aux problématiques de santé mentale et qui permet surtout de mieux en parler et d'être aidant. Je parle aussi de la plateforme Espoir qui est développée par nos collègues à Lyon sur la postvention dont je vous ai parlé pour les personnes endeuillées par suicide, voilà, pour ceux qui sont concernés. Le dispositif Vigilance, je ne sais pas si vous le connaissez, il est national, il existe depuis plusieurs années, il a été développé par nos collègues à Lille. Il participe en fait à la lutte contre l'isolement puisqu'il consiste à recontacter ceux qui ont fait déjà une tentative de suicide. Il a montré son efficacité. Je voulais aussi vous parler d'une institution qui a été lancée l'année dernière, Prévention Suicide France, dont je fais partie du conseil scientifique et qui a pour vocation à faire du plaidoyer sur la prévention du suicide et surtout à financer via des appels à projets des initiatives locales. Et ça, c'est important de montrer aussi que la prévention du suicide, elle passe beaucoup par le milieu associatif local. Donc là, par exemple, les Ulysses, qui est un projet développé à La Rochelle, qui est basé sur la paire aidance, qui est très développée dans la prévention du suicide, et basé sur le récit de ceux qui ont déjà fait des tentatives de suicide. Donc, je vous invite à aller regarder ce que c'est si ça vous intéresse. Et je voulais aussi, pour terminer, vous parler de Papageno, qui est un programme national dédié à la prévention de la contagion suicidaire. Alors nous-mêmes, quand on parle dans les médias, on essaie aussi de bien choisir nos mots quand on aborde la question du suicide. C'est très important de savoir comment l'aborder. Donc je rappelle aussi que poser la question des pensées suicidaires ne favorise pas l'émergence des pensées suicidaires, mais au contraire sauve des vies. Et donc Papageno aide à savoir comment aborder cette question du suicide. Alors j'ai pas le temps de développer, mais si ça vous intéresse, il y a cette étude qui avait été publiée dans le JAMA Psy qui essayait de voir la répercussion de la série 13 Reasons Why qui avait été sortie en mars 2017 et qui mettait en scène le suicide d'un adolescent. Et les chercheurs avaient montré qu'il y avait eu un pic de mortalité chez les populations vulnérables jeunes qui avaient visionné la série. Alors bon, c'était difficile de faire un lien direct entre la série et les décès, mais cette étude montrait en tout cas que la diffusion massive de contenus suicidaires doit toujours s'accompagner d'encadrement et de ressources d'aide pour les jeunes qui visualisent ce type de contenu. Donc, pour l'OMS, les interventions clés de prévention, c'est d'identifier précocement toute personne qui a des conduites suicidaires. C'est ce qu'on essaie de faire dans nos dispositifs de prévention. Et parmi les populations dont le risque suicidaire augmente, c'est les jeunes et en particulier les femmes. Alors c'est un sujet, les femmes, qui intéresse beaucoup la communauté parce qu'il y a vraiment une augmentation très importante en France des passages à l'acte suicidaire chez les filles, qui s'explique par plusieurs raisons qu'on est encore en train d'explorer, mais notamment par leur exposition plus importante aux discriminations et aux VVS. Et la population dont le risque augmente, c'est la population LGBTQIA+. Alors, quel est le rôle de la santé publique dans la suicidologie? Alors, il y a les travaux de ce chercheur Kate Houghton qui a consacré sa vie à la recherche en suicidologie et qui montrait l'importance d'un modèle global de santé publique et le rôle de la santé publique dans la suicidologie. Il y a vraiment cette notion dans la prévention du suicide de prévention partagée, à la fois dans le soin individuel, mais vraiment pas uniquement, bien à l'échelle de la population, en étudiant notamment ce qu'on essaie de faire dans l'équipe, le rôle des déterminants sociaux. Donc, ce petit bilan qui avait été proposé par Fabrice Jolland, qui est psychiatre, montrait que les disciplines qui publient le plus en suicidologie, c'est beaucoup les psychiatres, les neurosciences et la psycho. Et vous voyez, la santé publique a une place encore assez limitée. Et pourtant, et j'espère en tout cas vous avoir convaincu dans cette présentation, que les outils de l'épidémiologie peuvent être essentiels à la suicidologie pour vraiment identifier des sous-groupes vulnérables, mesurer à l'échelle des populations les conduites suicidaires, améliorer une détection à l'échelle des populations des individus à risque et surtout évaluer l'impact des interventions. Donc, en conclusion, pour mieux comprendre le risque suicidaire chez les jeunes adultes et chez les étudiants en particulier, il sera aussi crucial de mieux comprendre le contexte politique, social et les changements sociétaux auxquels les jeunes font face actuellement. On sait qu'ils sont surexposés aux réseaux sociaux. On l'a vu, ils sont exposés aussi à la précarité, à la discrimination, à l'instabilité économique, dans un contexte international qui est très anxiogène, en lien avec le changement climatique, en lien avec les conflits internationaux, puisqu'ils sont même
possiblement des candidats pour partir à la guerre. Donc tout ça, c'est quand même des éléments très anxiogènes pour eux. Et puis c'est aussi analyser leurs nouveaux comportements. Et en particulier, on voit qu'il y a une utilisation de l'IA, des chatbots, pour des questions liées à la santé mentale. Donc c'est des analyses qu'on est en train de faire avec Laura dans Prism, et qui montrent que plus d'un tiers des étudiants utilisent l'IA et les chatbots pour des questions liées à leur santé mentale, pour recevoir du soutien, pour parler, même si c'est à une machine, mais recevoir des conseils. Donc il y a quelques commentaires libres des étudiants qui nous disent c'est mieux qu'un professionnel de santé, c'est gratuit, c'est super, c'est accessible. Donc c'est tous ces nouveaux comportements aussi qu'il faudra intégrer dans nos études pour mieux comprendre ce contexte en constante évolution. Et ça passera forcément par une approche pluridisciplinaire de ces études. Voilà, je vous remercie beaucoup.